Insécurité alimentaire et donc Tilapia Gate, nous y revenons ce matin avec nos invités également. Insécurité dans les rues et ruelles de la capitale togolaise, nous en parlons avec ces individus armés qui opèrent en toute quiétude. Voilà donc les sujets autour desquels nous allons concentrer nos échanges ce matin. Si le temps le permet, nous allons parler de la marche annoncée donc par CAP 2015 également. Les députés ANC, les 18 députés donc ANC qui étaient face à la presse hier pour dénoncer les tristes événements de Dapaon et également manifester leur désapprobation contre le nouveau code pénal, surtout en ces dispositions de l'article 497 qui semble ôter ou vider du code de la presse et de la communication toutes ces substances. Voilà donc un peu les sujets autour desquels nous allons échanger ce matin avec nos invités. Ibrahim Acha, directeur de publication du journal Temps Nouveau, et puis Abbas Issaka, directeur de publication du journal Le Magnan Libéré. Bonjour donc à vous, chers invités. Bonjour Audrey, bonjour auditeurs, autrices de la radio KNTB ainsi que aux téléspectateurs de I47. Voilà, sans oublier les médias partenaires, notamment le www.ebenradio.com, le www.togovision.com et puis le www.laverte.org. Ibrahim Acha, bonjour. Bonjour Rodrigue, bonjour tous ceux qui nous suivent en ce moment et un coucou à toute la diaspora qui nous suit et qui ne cesse pas de nous envoyer des remarques pertinentes pour la bonne marche de notre pays. Voilà, je reste avec vous pour aborder rapidement cette sortie hier donc des 18 députés ANC qui étaient face à la presse pour manifester donc leur désapprobation quant à ce qui concerne les nouvelles dispositions prises dans le nouveau code pénal, surtout en son article 497 qui semble vider le code de la presse et de la communication de toutes ces substances. Oui, il faut dire que depuis l'adoption du code pénal, le nouveau code pénal, dans lequel il y a une disposition qui en tout cas mobilise toute la corporation, toute la presse. Il y a quand même des formations politiques aussi qui sont rentrées dans le jeu. Ces formations politiques aussi voudraient manifester leur soutien à toute la presse qui demande à ce que cette loi soit retirée du code pénal ou éventuellement qu'il y ait une relecture au niveau de l'Assemblée nationale de manière à ce qu'on introduise un alinéa qui précise que lorsqu'il s'agit d'un délit de presse, que ce soit le code de la presse qui soit appliqué. Donc toutes ces formations politiques ont, d'une manière ou d'une autre, que ce soit par des communiqués ou bien par des sorties de leurs responsables, ont exprimé leurs inquiétudes aussi face à cette nouvelle disposition. Et concernant les événements de Mango aussi, vous savez que c'est nos concitoyens qui ont été tués là-bas. Et s'il y a eu violence et répression, c'est parce qu'à un moment donné, les populations de Mango et les gouvernants ou bien ceux qui sont chargés de la mise en œuvre du projet de réhabilitation des aires protégées ne se sont pas entendus. Donc il était quand même indispensable que certains acteurs neutres, que ce soit les acteurs de la société civile ou bien les leaders des partis politiques ou bien les formations politiques même, de donner aussi leur point de vue par rapport aux événements de Mango. Bon, c'est ce qui a suscité la sortie des responsables de CAP 2015 et qui ont estimé que ce qui s'est passé à Mango n'était pas du tout bien et ont demandé à ce que la loi aussi portant sur en tout cas la réglementation en tout cas des médias. Non, je parle des médias aussi, voilà. C'est-à-dire l'article 497 contenu dans le code pénal aussi. Donc c'est ces deux. C'est sur ces deux points que ces formations politiques sont sorties, ont demandé qu'il y ait une marche. Et je pense que la marche au niveau du CAP 2015 va se dérouler à Lomé, à Tapamé, à Sokodé, à Dapaon. Oui, à la dernière minute, on attend quand même que l'étape de Sokodé serait annulée parce que le parti aurait perdu le président fédéral de la localité. Tout à fait, tout à fait. Je n'avais pas cette information, vous venez de me l'apprendre, donc nos condoléances vraiment à la famille de ce militant
de ce responsable de l'ANC au niveau de Sokode. Vous savez, c'est un compatriote. Et les courants politiques ne doivent pas nous diviser. Nous sommes tous des Togolais, nous sommes tous des frères. Quand un Togolais meurt, c'est que c'est un frère qui est mort. Donc nous présentons nos condoléances vraiment à cette famille. Et en même temps, demander, nous sommes des leaders d'opinion, ce que nous voulons, c'est la paix sociale dans notre pays. Donc si on veut organiser des manifestations, qu'on prenne le soin de passer par les étapes indiquées, c'est-à-dire que faire la demande en bonne due forme et aussi organiser l'information, oui, ce qu'il faut porter l'information à l'endroit des autorités compétentes, des autorités municipales et surtout organiser cette marche de manière à ce que cela n'entraîne pas, ne donne pas lieu à des dérapages ou bien à tout ce qui peut mettre en péril la paix civile dans notre pays. Voilà, Abbas Issaka, par rapport à cette sortie des députés ANC, quelle autre lecture on peut faire? Parce qu'on a souvenance quand même que le jour du vote de ce code pénal, les députés issus des rangs des partis de l'opposition ont tout simplement vidé la salle. Oui, bon, ils sont dans leur logique parce que ils ont maintenu leur cap puisqu'ils n'ont pas voté ce code, surtout les députés de l'ANC qui ont dit que ça ne fait pas bon pour la liberté de la presse et que ce n'est pas normal qu'on mette un texte alors qu'il y a une loi spéciale et spécifique pour une catégorie de professionnels. Nous sommes, la presse a un statut particulier, c'est pour cela qu'il y a eu ce code de la presse et de la communication qui a été voté sur lequel la presse doit faire son travail. Et c'est sur la base de ce texte que s'il y a un délit de presse, l'affaire est portée devant le tribunal par rapport à ce texte du code de la presse et de la communication. Aujourd'hui, avec les dispositions qui sont incluses dans le code pénal, on a l'impression qu'on a mis sous éteignoir notre code de la presse et que ce n'est pas bon. Donc les députés de l'ANC sont toujours dans les logiques de contestation et de faire de telle sorte que ce texte-là soit revu et corrigé. Ou soit qu'on peut adjoindre un alinéa qui va dire que non, la presse n'est pas concernée par cet article-là. C'est ce que les organisations de la presse ont toujours réclamé. Mais jusqu'à ce jour, on a l'impression qu'on se fout de nous. C'est un silence total, le mutisme. Personne ne sait rien parce que si le chef de l'État ne promulgue pas le texte, et selon la Constitution, c'est 15 jours plus tard, il rentre en chose. Or, automatiquement, nous avons dépassé les 15 jours. On ne sait pas si, après sa mise en application, le chef de l'État va demander sa réélecture. Donc, c'est ça qui nous inquiète actuellement, parce que les 15 jours sont déjà passés, ce qui veut dire qu'il n'a pas voulu parler. Mais s'il ne parle pas, c'est que c'est les textes qui parlent. La Constitution a parlé. Les 15 jours de choses, de délais sont passés. On ne sait pas à quelle sauce nous serons mangés. C'est des inquiétudes. L'ANC et les 18 députés ont raison de manifester leur mécontentement face à cela parce qu'ils sont solidaires avec la presse tout entière avec laquelle ils ont toujours travaillé. Donc moi je trouve qu'ils ont raison. Et par rapport aux marches qu'ils ont programmées pour le... Ça, c'est le parti qui l'a programmé. C'est le parti, maintenant c'est le CAP 2015 qui a programmé les marches. Bon, moi, par rapport à ça, je trouve que peut-être que c'est inopportun dans ça parce que ça ne va pas ramener les morts. Même si on conteste là, les choses sont déjà passées. On conteste et puis c'est dans les villes qui n'ont pas connu cette répression que les manifestations sont organisées. On n'organise pas à Mango, on organise ça à Tapaon. À Mango, le CAP 2015 explique bien qu'il faille laisser les morts enterrer leurs morts dans la dignité et donc pas besoin encore. Ouais, moi je dis que pour faire cette marche, cette manifestation, c'est d'accompagner les populations là à enterrer dignement leurs morts. C'est pas de faire du boucan, ça c'est faire du boucan pour se faire entendre autre chose. Bon, espérons que cette marche-là va donner quelque chose. Sinon,
c'est peut-être pour sortir et marcher, dire que parce qu'il y a quelque chose, on a marché. Ces marches-là, les gens passaient tout le temps à la gavauder. Donc aujourd'hui, les marches ne disent plus rien. Il faut poser d'autres actes plus concrets que les marches dont on nous a habitués tout le temps. Aujourd'hui, celle de Sokode est annulée à cause d'un décès. Il ne reste que Lomé, Atakwame et Dapaon. Est-ce que la mobilisation sera de mise? On attend de voir. On attend de voir. C'est la mobilisation, puisque quand on organise ce genre de choses, ce que les gens attendent, c'est la mobilisation. Si la mobilisation n'a pas de mise, c'est que le parti, ou bien le groupement du parti qui a organisé cette manifestation s'est fait harakiri. Donc on ne peut pas continuer par faire de la politique spectacle. Il faut être un peu plus concret dans ces actes. On a beaucoup d'autres choses à faire que de marcher pour ce qui est déjà passé. C'est vrai la contestation, mais accompagner dignement, parce que nous avons beaucoup de choses à faire, à voir. On ne parle même plus des réformes, on ne parle même pas des élections locales. Tout ceci là, on laisse ça de côté. Et on les gens inscrivent ça quand même dans leur mot à l'endroit des populations qui effectueront le déplacement des différents endroits comment c'est, est-ce que non, ça n'est pas aller dire ça dans les manifestations. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut changer de stratégie. Donc pas aller déclarer qu'il faut organiser les élections. Comment on va les organiser? Quel est le scrutin et le mode de scrutin qu'on va adopter pour les locales? Tout ceci, la personne ne sait. Mais ils sont des députés à l'Assemblée nationale. Ils n'ont qu'à prendre des dispositions et attirer l'attention même du gouvernement. On n'a qu'à interpeller même le gouvernement à ce sujet-là. Le ministre de l'administration territoriale est là. Entre-temps, il avait organisé en décembre 2013 ou 2013, il avait organisé, le ministre Bahara, en ce temps, avait organisé une réunion avec les partis politiques, la société civile et autres. Et c'est là-bas qu'on a posé le problème de ces collectivités locales, de cette décentralisation. Et il y avait un problème du fait qu'on a dit qu'il y a un parti bien qui a dit qu'il veut partager les communes avec le UNIR. C'est pour cela qu'il fait ça. Donc aujourd'hui, le problème doit être reposé sur la table et demander au ministre de l'administration territoriale actuelle qu'est-ce qu'on en fait. Puisque l'État, la continuité de l'État est là. Anta Bahara avait rencontré dans le cadre du ministère de l'administration territoriale les organisations de la société civile et les partis politiques. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On avait mis en place une commission qui travaillait sur la question, dirigée par l'ancien président de l'Assemblée nationale à côté. Où est-ce qu'on en est avec cette commission? On se tait là-dessus, mais s'il faut sortir faire politique sectaire, on est prêt, c'est pas normal. Il faut amener les gens au dos au mieux, parce qu'on a mis en place une commission qui doit travailler. Pourquoi ne pas interpeller le ministère de l'administration territoriale pour voir quel est l'état de lieu de ce qu'on est en train de faire par rapport à cette situation? Très bien. Venant à cette initiative des députés ANC, finalement aujourd'hui, Ibrahim, on comprend qu'à l'Assemblée nationale, que des députés boudent ou pas les travaux, les lois ou les projets de loi passent forcément et sont mis en application aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez les positions de ces députés qui pensent que prendre des initiatives n'est plus opportun, comme par exemple l'honorable Dimo Auré du FPD qui estime qu'avec le Parlement actuel et sa composition, on ne peut rien faire? Non, mais il faut prendre les initiatives. Ce n'est pas, on ne peut rien faire. Ce n'est pas parce qu'on est au point de vue numérique inférieur par rapport à la formation politique au pouvoir, on ne doit pas initier des choses qui vont dans le sens de l'intérêt général. Est-ce que ça ne va pas marcher? Non, comment ça ne va pas marcher? Il faut chercher des arguments, il faut persuader, il faut arriver à convaincre ses interlocuteurs. Mais quand on se comporte comme quelqu'un qui ne voudrait pas prendre langue avec les députés des autres formations politiques, c'est là où ça crée des problèmes. Il faudrait, en tant que député, afficher un comportement social, un comportement qui amène à pouvoir discuter même avec les députés de l'autre bord. Et vous verrez que lorsque vous êtes porteur d'une initiative et que vous expliquez bien dans des termes rassurants, je pense que les autres députés, ce ne sont pas des bêtes, ce ne sont pas des moutons comme à une époque donnée on a eu à appeler certains députés. Et c'est des gens qui raisonnent, c'est des gens qui sont allés dans de grandes écoles qui vont forcément comprendre les enjeux. Si
ces enjeux sont de nature à apporter, comme on le dit dans notre jargon, la paix dans notre pays. Donc je pense que c'est ça. Il s'agit de prendre des initiatives qui soient des initiatives qui vont dans l'intérêt général. Et quand on a l'impression qu'on prend des initiatives pour fragiliser le pouvoir, ou bien on prend des initiatives pour aller à l'encontre de l'autorité publique, je pense que les députés qui sont d'abord majoritaires à cette assemblée, au niveau de cette Assemblée nationale, ne vont pas cautionner ces démarches. L'autre aspect aussi, c'est de ne pas trop tirer sur la corde. Lorsque vous êtes dans une assemblée nationale et que il y a des thématiques sur lesquelles vous voyez que les autres députés ne s'engagent pas, il faut passer aussi par des couloirs d'abord avant d'arriver à la plénière. Mais quand vous voulez aller frontalement et établir un rapport de force, il va de soi que les autres qui sont en nombre dictent leurs lois et que votre initiative, même si elle est louable, ne passe pas. Donc il faut maintenant revenir à ce que nous appelons le sursaut patriotique. C'est-à-dire que tous les députés sachent que lorsqu'il y a une initiative, notamment je veux faire allusion aux réformes constitutionnelles et institutionnelles. Quand on a l'impression qu'un camp veut bloquer les réformes, ça ne sonne pas bien. Il faudrait que ce camp revoie sa position pour que demain il ne soit pas la cible de toute la population. Nous avons vu des choses dans les pays voisins, donc il faudrait maintenant savoir comment opérer et comment établir la confiance avec le peuple. Puisque si dans le cas du Burkina Faso, vous avez vu le désenchantement qui a amené la population à aller vers une révolte populaire, à l'insurrection. Donc il ne faut pas tirer aussi sur la corde lorsque on vous envoie des initiatives, notamment les questions de réforme, les questions des locales, et que des gens ne se disent pas que si on va à ces locales, on va perdre des privilèges. Non, le Togo nous appartient à tous. Il n'y a pas à perdre des privilèges, mais il y a plutôt à faire gagner le Togo. À faire gagner le Togo. Je reste avec vous. Maintenant, dites-nous, est-ce que vous comprenez les motivations des députés qui ont donné leur approbation à cette disposition contenue dans le nouveau code pénal qui vide le code de la presse et de la communication de toutes ces substances, donc notamment l'article 497 dont il est question aujourd'hui. D'abord, on peut faire observer que cette disposition enlève également toute autorité, toute responsabilité à la HAC en tant que régulateur. Je voudrais préciser que selon les exposés de motifs, il a été dit que le Togo devait se doter d'un nouveau code pénal. Et je pense qu'au niveau de la presse, nous tous même nous avons salué cette initiative parce que notre code de la presse était obsolète. On ne savait pas qu'il devait avoir une disposition qui allait nous égratigner. Et dans l'esprit même de la loi, quand vous lisez cette disposition, vous comprenez que on veut vider notre code de la presse. On l'a vidé, bien évidemment. Et la HAC, même les prérogatives même de la HAC ne sont plus, en tout cas, à mon avis, ça devient une coquille vide là-bas. Donc, c'est ça qui a suscité notre désarroi et surtout notre mécontentement. Mais quand je reviens au niveau des députés qui ont voté, ils ont voté sincèrement, en toute sincérité, ils ont voté le code pénal et non voté une disposition particulière contre la presse. Il faudrait qu'on fasse cette précision. Nous avons approché les députés UNIR qui nous ont expliqué qu'en aucun cas, ils n'ont jamais eu l'intention de créer des ennuis à la presse. Et quel serait leur intérêt de créer des ennuis à la presse? Ils ont voté un document qui contient des dispositions. Mais l'esprit même, la façon dont cette disposition a été présentée, je pense que même si vous étiez dans la salle avec les députés, vous serez tenté de voter. Parce que, vous serez tenté, pas forcément, vous serez tenté de voter parce que peut-être que vous avez été embarqué ou berné par les arguments que certains, surtout le ministre de la Justice et le commissaire du gouvernement qui était là pour expliquer la chose, les arguments qu'il tenait, vous allez vite céder parce que vous n'êtes pas de la corporation. Il a fallu que nous-mêmes, journalistes,
nous lisions pour détecter les dangers. La preuve, parmi nous, il y a certains qui ne voient même pas danger. Et à plus forte raison, les députés qui n'ont rien à voir avec la corporation. Donc c'est pour dire que ce que nous demandons, et la presse a crié son mécontentement, nous avons dit que cette disposition-là n'est pas en adéquation avec les standards internationaux en matière de liberté de presse. C'est ce que nous dénonçons. Et notre pays que nous voulons, un pays démocratique, un pays qui joue sa partition dans les concerts des nations démocratiques et policées, ne puisse pas, en tout cas, adopter cette disposition qui n'est pas de nature à assurer la liberté d'expression. Il faut faire aussi une précision. Dans notre milieu, il y a de mauvaises graines. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Il y a des gens qui se livrent à la publication d'informations erronées, des gens qui s'attaquent à la vie privée des gens, comme ça, impunément. On prend une famille, on la destine, on écrit des choses contre cette famille au niveau de la presse. Je pense que ce n'est pas une très bonne chose. Et surtout, certains dangereux, là, que moi j'appelle dangereux, qui sont toujours sur les réseaux sociaux, qui publient de n'importe quoi, qui inventent des histoires à faire dormir debout, et sur des familles, balancent des choses, vont même jusqu'à, en tout cas, comme on le dit, fabriquer des pièces à conviction pour balancer sur le net et créer des dommages aux familles. Je pense que c'est à ces gens-là que s'adresse cette disposition. Mais comme nous sommes au Togo et que nous n'avons pas confiance en nos magistrats, un journaliste sérieux, un organe sérieux qui va publier une information, on va vite coller l'étiquette à cet organe, que cet organe a publié une information qui appelle à l'ordre, qui trouble l'ordre public, ou bien une information erronée, et surtout que nous n'avons pas cette possibilité d'avoir accès libre aux informations. On peut facilement nous piéger et nous amener en prison. Voilà. Abbas, aujourd'hui, est-ce à dire que les députés n'ont pas vu en cet article un mécanisme qui remet en cause l'existence même de la HAC? Oui, je ne pense pas qu'ils aient vu là-bas, puisque c'est pour ça qu'il dit que cette disposition est anticonstitutionnelle. En fait, c'est à la Cour constitutionnelle de revoir cette situation, parce que la HAC est mise en place. Elle est une institution de la République qui se trouve dans la Constitution même. Aujourd'hui, cette loi dépouille la HAC de ses prérogatives, parce que la mission de la HAC, c'est de faire en sorte que s'il y a un conflit, il y a un délit de presse, que le travail commence à son niveau. La médiation commence à son niveau. On demande aux journalistes de faire un rectificatif et autres. Et ça ne va pas aller jusqu'à l'envoyer en prison. Il y a également des amendes. Il y a aussi des amendes. Dans le code de la presse, c'est pour ça qu'il dit que je ne sais pas si les gens qui ont voté là ont lu les deux articles. Parce que nous avons, dans le code de la communication, dans la partie sanctions, nous avons l'article 82 ou 83 comme ça, qui parle de ce qui se trouve dans les dispositions du code pénal aujourd'hui. Oui. Ça part de ça, mais ça va seulement aux amendes, ça s'arrête aux amendes. 500 à 1 million, 500 000 à 1 million, que le journal, et la fermeture de l'organe, la suspension de l'organe, c'est déjà des sanctions trop lourdes. Lorsqu'on parle de la peine, c'est dans l'article 89, de la peine d'emprisonnement, l'article 88, 89 comme ça, où quand le journal appelle à la haine, à la rébellion, et à la rébellion, sans seulement que, comme la radio Mille, voilà, sans seulement qu'il est frappé d'une sanction pénale qui l'amène en prison. Donc ici, on ne comprend pas comment les gens sont restés pour dire qu'ils vaut le code pénal. Et il y a des députés de l'opposition qui ont levé cette chose, qui ont fait observer que les dispositions de la du code pénal n'ont pas leur raison d'être là à cette position, mais d'autres ont fait fi pour voter le texte. Dans tous les cas, si elle entre en application maintenant, après les 15 jours qui sont passés sans que le chef de l'État ne dise rien, c'est à nous de mener le combat. Parce que non, en droit, le spécial déroge au général. Ce qui veut dire que la loi spéciale qui est le code de la presse, lorsqu'il y a un délit de presse, c'est cette loi-là qui doit être brandie.
Et parce que le code pénal, c'est une loi générale pour tous. Il y a la particularité du code de la presse et de la communication, c'est qu'elle est fixée et qu'elle elle réglemente seulement un corps donné, un corps spécial. C'est pour cela souvent on dit qu'en loi, le spécial déroge au général. On ne peut pas s'attendre à ce que lorsque il y a un délit de presse et que le juge a tranché sur cette affaire et va en même temps prendre le code pénal et les dispositions du code pénal. Mais Ibrahim a dit quelque chose d'important. Nous sommes au Togo, nous connaissons. Oui, nous sommes au Togo. C'est pour cela que on dit qu'on doit être vigilant. S'il y a des avocats qui défendent aussi notre cause, on soulève ça. Parce que on se connaît, on n'a pas encore fini de formater les magistrats sur leur conscience. On sait comment ils travaillent. On dit qu'on a fait la modernisation de la justice, mais la modernisation continue. Il y a eu tout ce qui se trouve là, il y a la formation et on doit continuer par former, sensibiliser ces magistrats afin de mieux comprendre, parce que cette disposition, si on veut l'appliquer à la presse, c'est que c'est un grand recul. C'est un grand recul et que c'est aux magistrats de faire le discernement entre les délits de la presse qu'ils ont devant eux et l'application du code pénal qu'ils veulent faire. Parce qu'il y a certains magistrats véreux qui avaient même commencé par vouloir appliquer le code pénal avant même le vote de cette loi-là aux journalistes. Et c'est là qu'on les ramène alors pour dire que non, ce n'est pas le code de pénal qui est appliqué à cette occasion, c'est le code pénal. Et c'est comme ça qu'on doit les amener à comprendre le bien fondé d'une loi spéciale qui déroule sur la loi générale. Le code pénal est une loi générale. Le code de la presse et de la communication est une loi spéciale particulière pour une corporation donnée. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas nous dire que... j'ai dit il faut que le Togolais, la mentalité du juge change par rapport à la modernisation de la justice, parce que c'est des milliards de francs CFA qu'on a mis là-bas, engagé là-bas pour moderniser la justice. Quand une justice travaille bien, c'est que le pays se développe normalement, surtout sur le plan économique. Les gens vont avoir confiance avec eux. Mais si une justice se met à faire de son truc rien que parce qu'on lui a dit il y a telle personne en face de lui, il faut la sanctionner coûte que coûte. Mais pourquoi mettre un journaliste en prison? Pour quelle raison? Parce que pour ces opinions, il y a des gens qui font des erreurs et après ils reviennent sur ces erreurs. C'est pour cela qu'il y a la HAC qui est là pour ramener les gens et réguler la presse. Donc, dans ses écrits ou dans ses propos, quelqu'un peut dire un mot, puisque c'est la langue souvent qui est déplacée, mais on ne peut pas aller le mettre en prison par rapport à ses propos, bien à cet écrit-là qu'il a fait, parce qu'il y a des fois, quand vous voulez vérifier une information, on ne peut pas vous accorder la porte, le chemin facilement. Donc, dans l'exercice de ton travail, toi, tu vas faire de telle sorte que pour rappeler la personne là à te répondre, tu écris, mais au conditionnel. Mais ici, dans ce genre de choses, même le juge ne va pas regarder que c'est le conditionnel que tu as écrit. Il va chercher à appliquer le code pénal dans ce genre de choses. Donc, il faudrait que nous soyons vigilants aujourd'hui. Si la lutte n'aboutit pas pour qu'on fasse une relecture, je pense que c'est de travailler à ce que les juges changent de mentalité. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise que nous sommes au Togo. Ça ternit l'image du pays. Une dernière question, Ibrahim. Aujourd'hui, on voit qu'au moment où le Togo prend ses dispositions, ça coïncide avec un avènement où des journalistes sont, on ne va pas dire persécutés, mais sont interpellés à partir de la publication de certaines informations liées à ce qu'on peut appeler détournement de fonds. On a vu 3 confrères qui ont été concernés, et bien avant cette interpellation de ces 3 confrères, il y a eu également d'autres confrères qui ont été saisis par rapport à la diffusion de documentaires. Est-ce que c'est une coïncidence ou bien c'est un plan savamment orchestré? A priori, on dirait que c'est un plan savamment orchestré, d'autant plus qu'il y a certaines personnes qui ont été cités par ces confrères qui ont été cités par ces confrères. On sait aussi sont puissants dans les milieux décisionnels. Donc
aller jusqu'à influencer l'écriture du code pénal, je pense que ça serait trop facile, hein, et de par leur influence dans le pays. Et donc, comme on le dit, nous disons toujours que nous sommes au Togo où tout est possible. Et si nous le disons, c'est parce qu'à un moment donné, on a constaté qu'il y a une certaine complaisance par rapport à certaines personnalités qui se livrent à des comportements répréhensibles, mais qui ne rencontrent pas de sanctions, qui ne rencontrent pas de résistance aussi forte de la part de celui qui devait les ramener à la raison. Donc tout ceci suscite des inquiétudes et ça fait que lorsque un journaliste tente de publier une information compromettante sur ces personnalités-là dont je voudrais faire cas, et il va de soi que ces personnalités, de par leur position, passent par tous les moyens pour écraser ce journaliste qui a osé publier des informations les concernant. Lorsque nous revenons un peu sur les affaires de corruption, la corruption, qui ne sait pas que la corruption a élu domicile dans notre pays. En tout cas, tout le monde le sait. Que le chef de l'État lui-même en a fait cas. La dernière fois, le ministre Ouattara, à l'occasion des journées portes ouvertes, a également parlé de la corruption qui gangrène l'administration. Donc, c'est un fait réel. L'administration, la corruption, c'est un fait vraiment réel et c'est regrettable. Je pense qu'au niveau de l'exécutif, il y a des dispositions qui sont prises pour freiner cela. Par le passé, quand on parle de la corruption, nos regards étaient tournés vers les impôts, c'était tourné vers la douane, mais le chef de l'État a fait un effort vraiment considérable et on a mis en place une institution qui est en train de faire du bon travail à ce niveau. Je dis bien à ce niveau. Au niveau des BTP, il y a la RMP qui est en train de faire aussi un très bon travail pour traquer les entrepreneurs véreux et surtout tous ces promoteurs de sociétés de BTP qui évoluaient dans le flou et dans la corruption. Et je pense que tout ce beau monde-là a commencé par comprendre qu'il y a une institution chargée de réglementer tout ce qui se passe là-bas et qu'il faudrait quand même se départir des mauvaises habitudes. Je pense que c'est ce bon travail qui est en train d'être fait par l'équipe de M. René Capou. Et actuellement, nous avons des sociétés qui sont sanctionnées, vous savez, qui sont exclues du circuit des appels d'offres. Voilà, merci Rodrigue. Et maintenant, quand nous revenons un peu au niveau de la corruption même, il y a tout récemment le vote d'une loi portant création d'une institution qui doit se charger de réprimer la corruption et les crimes assimilés. Voilà, il faut dire qu'il y a des efforts qui sont faits au niveau étatique, au niveau de notre pays, et je pense que si on continue sur cette lancée, on parviendra en tout cas à vaincre ce mal qui gangrène notre économie et qui sape même le développement de notre pays. Voilà, je reste avec vous rapidement puisque on est en train de parler de la presse. La presse, tant bien qu'on puisse qualifier son travail de bon ou de mauvais, j'en sais rien, mais elle continue son bonhomme de chemin et c'est grâce à elle que l'information relative au Tilapia Gate est portée à la connaissance des populations togolaises. Pas plus tard qu'hier, le ministère de l'Agriculture et les autorités en charge donc de ce département lié donc à l'importation et à l'exportation des denrées alimentaires d'origine animale ou halieutique au Togo ont procédé à la destruction de ces cargaisons de tilapia contaminées. La question aujourd'hui est de savoir si là aussi on va dire que la presse a joué un mauvais rôle. C'est ce que nous disons. Quand il y a des comportements répréhensibles, il va de soi que les journalistes puissent alerter l'opinion. Et quand nous n'écrivons pas seulement pour, en tout cas pour satisfaire à notre exigence professionnelle. Nous écrivons parce que nous avons un devoir d'utilité politique et d'utilité publique. Et c'est ce qui fait que quand nous écrivons aussi pour amener les gouvernants à pouvoir recadrer leur façon de faire et surtout à sonner l'alerte lorsqu'il y a péril en la demeure. L'affaire de tilapia contaminée, c'est une information que certains confrères ont eue.
et ils étaient en train de faire des investigations quand, entre-temps, ils ont été piégés par ces opérateurs économiques véreux, ces criminels qui ont voulu... non, ils ont été piégés parce que lorsque les confrères avaient commencé par fouiller pour en avoir plus d'informations concernant cette tilapia, et ce sont ces opérateurs qui leur ont proposé 1 million contre leur silence. Les camarades ne sont pas allés demander de l'argent. Les confrères ne sont pas allés demander de l'argent. On leur a proposé 1 million. Et vu, en tout cas, la gravité de la chose et avec le manque d'expérience de la part de ces confrères, ils ont tout de suite mordu à la maison, ils ont mis le ventre en avant et ils ont oublié la cause nationale qu'ils étaient en train de défendre. Et au finish, vous avez vu que ce deal a mal tourné. Et au lieu que ces confrères soient des héros, ils sont devenus des héros actuellement parce que ces opérateurs véreux, là, ces criminels, sont passés par des acrobaties pour leur foutre dans la merde. Et vous voyez que c'est regrettable. Mais le rôle joué par la presse dans ce Tilapia Gate, ou bien, comme le disaient certains confrères, dans ce dossier de Chinlapia, et c'est que la presse a révélé au grand jour le grand banditisme qui se fait dans les couloirs. Et dans cette affaire, je pense que ce n'est pas encore fini, les journalistes sont unanimes, les autorités qui ont couvert cette personne impliquée qui ont couvert cette transaction, je pense que nous ne manquerons pas de les citer. Et je voulais faire allusion à un leader politique qui disait qu'on a affaire à certains vampires qui sont prêts à découdre avec la population togolaise. Donc nous commençons par voir le visage de ces vampires-là, des gens qui ont pu cautionner ces transactions illicites, des gens qui ont donné leur bénédiction à ce que cette cargaison sorte du port, tout ça là. Donc je pense que nous allons remonter toute cette filière et démasquer toutes les personnes indélicates qui ont pu jouer ce mauvais rôle, et jusqu'à ce que ce tilapia soit dans les frigos. Et même si je vais être un peu prudent, peut-être même qu'il y a déjà de cette tilapia dans la nature, sur les barbecues, peut-être même... c'est ce que nous disons. Et c'est possible qu'une partie soit sur le marché sans que personne ne le sache. Mais il faut saluer le travail fait par le service, la direction de l'élevage, et en tout cas saluer le ministre Agadazi et son équipe, parce qu'ils ont été vigilants. Et si ils avaient voulu, je pense que les millions aussi allaient passer par là et cette affaire allait être tue. Voilà. Abbas Issaka, vous en avez parlé à la une de votre journal. Vous avez également publié la lettre engagement prise par les deux confrères pour monnayer la cause nationale. Alors aujourd'hui, avec la destruction de ces cargaisons de tilapia contaminées, est-ce la fin du Tilapia Gate ou du China Lapia Gate? Du China Lapia. Ça ne peut pas être la fin de cette affaire, parce que ce dossier-là, si on se tait là-dessus, c'est que c'est l'impunité qui continue. Lorsque vous avez des gens qui font convoyer des poissons qui savent qu'ils s'avérer être des poisons et qu'ils veulent, peut-être que ils ne sont pas à leur premier acte. Ils le faisaient avant. C'est ça là qui est sorti, et puis on a constaté que c'est des poissons. 99 jours pour le voleur. Ils le faisaient avant. Aujourd'hui, que la presse a dénoncé, qu'est-ce que la justice attend pour filer, pour ouvrir une enquête judiciaire dans ce dossier de Tilapia Gate? Parce que nous avons des gens, comment ils ont commandé, comment c'est arrivé au port, comment c'est arrivé jusqu'à sortir. Je rappelle que le ministère de l'Agriculture, dans sa correspondance, a parlé d'importation illicite, ce qui veut dire qu'il y a eu forcément falsification de documents. Il y a falsification de documents. Et la société qui a aussi fait l'importation, la société chinoise, c'est une fausse société. Elle est une société illégale. Et dans tout ceci, lorsque la presse en a parlé, pourquoi la justice ne s'auto-saisit pas de cette affaire pour mener une enquête judiciaire et impliquer des gens? Parce que c'est dangereux ce qui allait se passer. Pour leurs intérêts ventrales,
ils allaient tuer plus de 6 millions de Togolais. Parce que lorsque le tilapia là, va être ventilé sur l'intérieur, dans les marchés du pays, puisque c'est à moindre coût, les gens vont se jeter là-dessus. Vous n'êtes pas sans savoir que dans les catégories de poissons que les gens aiment, c'est tilapia. C'est le tilapia. Même j'en mange. Et ce tilapia-là, on dit qu'on va le couler sur le marché et les gens vont bouffer comme ça, sans contrôle. Et après, c'est des morts et des morts qu'on va commencer par compter. Et la justice ne dit rien. On a dit que la justice est vraiment... lorsque ces genres de choses se passent là, je ne sais pas le rôle que la justice joue dans la protection même de la population. Parce que s'il y a quelque chose, on dit c'est trouble à l'ordre public et la justice s'auto-saisit de l'affaire. Mais ceci-là, c'est plus que le trouble à l'ordre public parce que c'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est un crime contre toute une population. Parce qu'on a vu les agitations du ministre de la Justice quand il s'agissait du documentaire. Documentaire, c'est un documentaire qui montrait la réalité même de ce qui se passe là-bas. Aujourd'hui, ici, là, nous parlons de la vie de tous les 6 millions d'habitants, mais on ne dit rien. Le ministère de la Justice ne dit rien. La justice elle-même, elle ne dit rien. Personne n'engage de procédure. On se tait là-dessus. Si ce n'est que le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage et de la Pêche a pris sur lui de dire qu'il va incinérer tous ces 24 tonnes. C'est tout qui a été incinéré parce que les informations font cas de ce que un conteneur aurait entre-temps disparu. C'est ce qu'on a appris, mais on dit c'est au conditionnel, on ne sait pas. Aujourd'hui, on dit qu'on a détruit plus de 24 cartons, 24 tonnes de ces tilapia. Mais le ministre, lui, il a joué au moins sa partition. Qu'on arrête que la justice aussi file ces gens-là pour voir est-ce que leur complice, le conteneur qu'on dit disparu là, où est-ce qu'il est passé. Qu'on ouvre une enquête là-dessus, c'est pour ça que je parle d'enquête judiciaire pour constituer toute la population par rapport à ça. Si les 24 tonnes sont incinérées et les autres, quand on poursuit les gens, on dit on arrête les gens qui font le trafic de drogue. Pourquoi on les arrête? Pourquoi on les juge? Et que ceux-là qui ont voulu tuer toute une population, on les laisse. Parce que l'impunité ne doit pas aller jusqu'à ce point-là. La justice doit faire son travail. Ou alors, c'est que nous sommes dans un pays où on ne comprend pas. C'est 2 poids 2 mesures. Ceux-là qui sont tous les complices, tous ceux-là qui sont impliqués dans ce dossier de Tilapia Gate doivent être interpellés par la justice. Il faut que la justice prenne ses responsabilités et qu'on les juge. Et puis le comportement de nos confrères, moi j'ai toujours continué par dénoncer ça. C'est pas normal que vous allez, que ce soit un piège ou pas, vous voyez que c'est quelque chose qui va tuer les populations et vous allez prendre un engagement pour dire que cette affaire, nous prenons l'engagement pour que cette affaire-là ne soit pas publiée dans la presse. Vous avez quelle autorité? Vous êtes plus criminel que ceux-là même qui ont convoyé ce genre de choses. Parce que vous avez vu la vérité et vous n'avez pas voulu la faire connaître à la population. Quel est votre rôle dans ce cas? Votre rôle, c'est quoi? La voix des sans-voix dont on dit. C'est pourquoi. Et vous allez prendre un engagement pour dire, nous prenons l'engagement parce que nous avons vu 5 millions devant. 5 millions, c'est quoi? Par rapport à la vie des populations. C'est une population. En tout cas, je comprends vos sentiments, mais insécurité alimentaire, nous en avons parlé, nous allons parler également de l'insécurité qui pavane dans les rues de la capitale avec ces jeunes armés de machettes, de gourdins, de marteaux, armés de fusils, dit-on, de fabrication artisanale entre parenthèses ou entre griffes. Ibrahim, aujourd'hui, il n'est plus la dernière fois on était ensemble, malheureusement, on était ensemble à 3 et on s'inquiétait juste à quelques heures du bouclage. Comment faire pour rentrer, c'était la grande question. Et quand on rentrait, on a vu quand même 2 jeunes sur une moto qui nous suivaient. Et nous aussi, on a dû faufiler un peu parce qu'on ne sait plus finalement qu'est-ce qui se passe dans notre capitale. Non, il faut dire qu'il y a le banditisme à Lomé et c'est des jeunes qui sont organisés, que ce soit dans les quartiers ou bien dans les zones reculées de la capitale, c'est-à-dire dans les banlieues, si je peux les appeler ainsi, et qui s'organisent et qui sèment la désolation au sein de la population. Et ce qui, moi, me réjouit, c'est qu'il y a eu une rencontre tout récemment entre le Premier ministre qui a réuni
en tout cas le commandement de la gendarmerie, de la police, les magistrats et autres là, et pour en appeler à leur vigilance et surtout il a demandé de la part de ce beau monde de prendre des initiatives pour que ces questions d'insécurité-là soient enrayées dans notre pays. Je pense que cette rencontre a apporté un déclic parce que les jours suivants, nous avons remarqué une forte présence des forces de l'ordre la nuit et qui font des patrouilles. Ce ne sont plus des gens... Sur les lampadaires? Non, pas sur les lampadaires, même dans les coins reculés, M. Rodrigue. Et dans les coins reculés, on trouve on remarque la présence des éléments des forces de l'ordre qui font, comme on le dit, la patrouille et qui interpellent les gens, qui vérifient les identités et tout ça là. Et quand ils remarquent que c'est une personne suspecte, ils pensent qu'on l'interpelle, on vérifie, on procède à une vérification. Il faut dire les choses en tout cas telles qu'elles sont. Moi j'ai remarqué quand même une forte présence des forces de l'ordre la nuit et qui font du très bon travail avec professionnalisme. Bon, le problème qui reste maintenant, c'est comment faire pour mettre la main sur tous ces voyous là, et surtout que nous sommes à une période propice pour les actes de criminalité, c'est-à-dire je veux parler de la période de fin d'année où chacun, dans son cas, les criminels aussi rivalisent d'ardeur pour pouvoir bien fêter et emmagasiner le maximum de biens pour pouvoir s'offrir une fin d'année paisible. Et c'est à ce moment aussi que nous devons demander de la part des forces de l'ordre de doubler encore plus de vigilance et surtout d'être beaucoup plus opérationnels dans les zones censées être les nids de ces criminels. Je veux parler des zones un peu reculées. Et aussi, de la part de la population, je pense qu'une forte collaboration avec les éléments des forces de l'ordre, lorsque vous remarquez une présence suspecte, vous remarquez qu'il y a des individus louches dans votre milieu ou bien dans votre entourage, et la moindre des choses, c'est d'alerter les éléments des forces de l'ordre pour que, s'il y a possibilité, on mette ces gens-là, on mette la main sur ces gens-là et éventuellement les mettre hors d'état de nuire. Je pense que c'est ça aussi qui va aider à ce que le Togo puisse venir à bout de ce banditisme auquel on fait face actuellement. Voilà, et Abbas, on a vu quand même, quand on prend les récents événements, les tristes événements qui sont produits en France, on a vu la réaction du président français François Hollande qui a annoncé rapidement, avec l'acte à l'appui, des actions pour dissuader les candidats au terrorisme. Aujourd'hui, dans notre pays, on a vu quand même, quand il s'agissait des élèves à Gléy, on a senti qu'au-delà de la police et de la gendarmerie, on a senti des militaires. Récemment, à Mango, les informations ont fait cas de ce que les bérets rouges se seraient sortis de leur caserne. Est-ce qu'aujourd'hui, la façon dont l'insécurité est en train de connaître une recrudescence voudrait dire qu'il y a une mauvaise volonté de régler cette situation? Ce n'est pas une mauvaise volonté, ils ont une bonne volonté, mais c'est le moyen. Ils sont conscients de ce qui se passe, parce que quand vous prenez des gens comme au niveau de la police, en qui maintenant personne ne fait plus confiance, comme l'indique le rapport de l'Afro-Baromètre, c'est parce que quand vous arrêtez un voleur, vous amenez même à la police, le lendemain vous allez le revoir, il vous rejoint et vous narre, et vous menace, vous m'avez envoyé, vous allez le voir. C'est ça qui fait que il y a ce manque de confiance. Et qu'est-ce qui peut nous dire que même au niveau de ces criminels-là, de ces bandits de grand chemin-là, il n'y a pas les hommes en kaki, les hommes en treillis, et ils sont dedans. Parce que tous les plans qu'on met en place, le mode opératoire, toutes les stratégies pour arriver à mettre fin à cette question-là, c'est déjà su aussi par les bandits. D'où est-ce que ça vient? Qui va informer les bandits que voilà la nouvelle stratégie? On a mis en place toutes les opérations ici, opération araignée, opération tout ça là. Mais toutes les dispositions que le ministère de la Sécurité met en place le lendemain, c'est déjà su par les bandits de grand chemin. Et c'est ça qui fait que maintenant, la confiance est partie au niveau de la police qui n'arrive plus à gérer la situation.
Et il y a des choses qui font que quand on libère les prisonniers, les gens sont tentés de retourner parce que lorsqu'ils sont libérés dehors, ils sont rejetés par leur famille. Rejetés par leur famille et la société. Ils ont encore ils ont envie de retourner se retrouver là où ils étaient et puis manger au moins une fois par jour, ça leur suffit. Donc aujourd'hui, cette affaire d'insécurité, il faudrait que les autorités s'asseyent sérieusement pour réfléchir. Il faut réfléchir sérieusement sur cette question, mettre tout le monde en confiance, même la population, lorsqu'elle dénonce, elle doit aussi collaborer correctement avec les forces de l'ordre, parce que quand vous voyez quelqu'un de suspect dans votre quartier qui fait des va-et-vient, vous ne savez pas, vous allez composer le numéro 117. Est-ce que cette dénonciation, cette collaboration peut être effective? Parce qu'on a parlé tout à l'heure du rapport de l'Afrobaromètre, mais vous n'êtes sans savoir qu'aujourd'hui, même un simple policier que le Togolais voit, il panique. Oui, il panique, c'est parce que, c'est ça, je dis que maintenant la confiance est partie entre la police et il faut restaurer cette confiance-là. Il faut restaurer cette confiance parce que on fait comment ça s'appelle, les portes ouvertes sur la sécurité. Portes ouvertes sur la sécurité, c'est pour permettre aux populations de comprendre comment les dispositifs sont là. Mais il y a pas tous les secrets qu'on va montrer à tout le monde. Permettre à la population d'être ensemble, la police, les militaires, les forces de l'ordre, d'être ensemble, de discuter, de causer pour enlever cette panique-là qui est là dans le cœur des gens. En tout cas, on va y revenir. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Le temps qui nous appartient est complètement épuisé. Merci donc à nos invités, Ibrahim Atia, directeur de publication du journal Temps Nouveau, Abbas Issaka, directeur de publication du journal Le Mania Libéré. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés, vous qui nous avez suivis. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.